Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de cette icône, bienvenue à bord du Tirpitz. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous montrer une vidéo qui sera consacrée, comme le titre l'indique, à des kraken. Et bien le Tirpitz, vous bien vous en doutez, sera le premier protagoniste de cette bataille. D'ailleurs, on va voir le Tirpitz d'un côté, puis ensuite on verra le Scharnhorst, donc deux premiums allemands, l'un de rang 8, l'autre de rang 7, qui ont ceci de différent que l'un est taillé quasiment pour le corps à corps, je parle de Tirpitz, puisque mi-distance et corps à corps, grâce à ses secondaires, il peut faire très très mal. Le Scharnhorst doit plus se jouer sur la rapidité, sur la vitesse. Il n'aime pas trop le corps à corps, quoique à mi-distance et à courte distance, il fasse très mal, spécialement contre les croiseurs. Mais on attaque tout de suite le Tirpitz. On enchaînera sans transition le Scharnhorst. C'est parti. Et allez, on est parti. Alors, nous sommes à bord du Tirpitz de Captain Koniam. Il est en division avec un autre Tirpitz. Nous sommes une bataille tier 8 sur la carte Terre de Feu. Une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est, comment dirais-je, elle s'adresse à tous les types de navires réellement. Je pense que chaque type de navire peut trouver son espace pour s'exprimer. Les cuirassés plutôt en deuxième partie, les croiseurs en intermédiaire et entre les grosses îles. Et les DD peuvent arriver à monter des embuscades. Le tout, bien sûr, nécessitant que l'une des équipes ou les équipes soient, comment dirais-je, soient coordonnées intelligemment. Bataille de tier 8, disais-je, parce que j'ai repéré donc un double Bismarck avec un Tirpitz en face, des Cleveland, Charles Martel pour les tier 8. Tier 7, c'est un King George V qui est pas mal non plus. Atlanta PG dont il faudra se méfier. Vous voyez que Koniam se met vraiment en ligne de bataille avec son collègue. Il y a quelqu'un qui dit qu'il va y avoir du sang, ça va être sanglant. Ouais, ça va être probablement sanglant, ça l'est toujours, de toute façon. On a vu un petit coup d'œil sur son Tirpitz. Donc, globalement, la partie tourne toujours à peu près vers ce même endroit de map. Les deux équipes, généralement, allant vers ce coin de la map. Et la clé de la victoire étant bien souvent le nombre de navires qu'on envoie sur ce flanc de la map, là où se dirige Koniam. Si c'est l'équipe qui envoie le plus de navires et qui pousse, alors que l'Atlanta s'amuse à faire, bon voilà, il tire sur son collègue devant pour rigoler. Oui, Koniam qui est en train de se demander s'il va pas lui envoyer des torpilles, il le fera pas, bien sûr. Je pense qu'il a l'esprit taquin. Alors, on a des moments comme ça où on tombe sur des drôles de zèbres. Donc, oui, je disais que c'est la clé de la victoire, c'est ce flanc et le nombre de navires que l'équipe envoie sur ce flanc. Et si c'est des navires qui poussent, qui gagnent, bien sûr. Vous pouvez même pousser, et ça est déjà arrivé assez souvent, que ce soit l'équipe qui soit en infériorité numérique, qui pousse, qui fasse reculer l'autre, et qui gagne. Tout simplement parce que, voilà, quoi. C'est toujours la même chose, mais ça c'est valable pour toutes les cartes. L'équipe qui pousse gagne, toujours. Mais je dis bien l'équipe qui pousse, pas quand une seule unité pousse, et quand parce que bon, voilà, ça ne marche pas. Allez, premier tir sur un Tirpitz. Voilà, 3008. Oups, c'est pas passé loin. Ça aurait pu faire très, très mal, ça, a priori. Un Bismarck à présent. Bismarck a beaucoup perdu de sa superbe depuis qu'ils ont
et qu'ils ont mis les valeurs du Tirpitz et du Bismarck à une complète égalité. Le Bismarck, je le rappelle, le Tirpitz c'est un Bismarck, mais avec des torpilles, donc c'est un plus incontestable. À une époque, les secondaires du Bismarck étaient bien meilleurs que celles du Tirpitz. Et au moins, on pouvait choisir lequel des deux navires on prenait avec un gameplay très particulier. Là maintenant, c'est plus le cas. Les gens qui ont le Tirpitz n'ont pas franchement de raison de sortir le Bismarck. C'est dommage, d'ailleurs, sauf pour le fun, hein, pour le... Allez, ça commence à devenir un peu furieux ici. C'est vrai que l'équipe rouge pousse fort, hein. Et les verts sont présents à peu près... Oh, un joli coup. Wow. Ah, il a bien dépopé l'aigle, là. À la secondaire, s'il vous plaît. L'Atlanta par-dessus l'île. Il n'a pas réussi à le toucher. Mais c'était bien essayé. C'est un coup que j'apprécie de faire, moi aussi. Torpilles de l'Atago qui ont l'air pas mal. Ah, ça, l'Atlanta maintenant. Il a trouvé la longueur. On va avoir du mal à le lâcher. Hein. Et à le faire lâcher plutôt. En coup, 20 000 sur un Bismarck. Ouch. De flanc. C'est vrai que le Bismarck était de flanc. Le Tirpitz semble s'être arrêté. Un autre Bismarck, l'Atlanta, il n'arrive pas à le choper, mais au moins il ne lui tire plus dessus. Alors là c'est... Oui, c'est un cadeau ça. Ouais, ça passera pas. Forcément tous les autres ne vont pas passer. 3008, 1100. Il a pris cher, mais le Bismarck est presque à la hauteur, à la portée de ses torpilles. Presque. Est-ce qu'il va les envoyer? Est-ce qu'il va prendre de risques? Non, le Bismarck semble s'être arrêté, donc le Bismarck ne recule même. Donc il n'y a pas lieu d'envoyer des torpilles. Et là, un petit 9000, et boum, c'est terminé. Deux Tirpitz de son allié qu'il a sorti. Ah, l'autre Bismarck qui arrive à fond la caisse, un peu en retard. Il profite un petit peu d'un moment d'accalmie pour se refaire un peu la cerise et récupérer un peu psychologiquement. C'était assez furieux. On voit plus le Tirpitz qui était bien entamé. Il a réussi à se faire oublier derrière son île. Le voilà. Ouais. Là, il est en train de demander... Alors là, le Queen Elizabeth qui s'en va au CAC, c'est pas prudent. Il s'en va sur un Bismarck et un Tirpitz ensemble. C'est pas prudent du tout. Ah, il est brûlé en broadside, hein, le Bismarck. Un petit 6000. Les secondaires qui crachent tout ce qu'elles ont. 30 coups au but déjà sur cette simple 32. Allez, ça continue à monter. L'autre Tirpitz, il reste tranquillement derrière son île. Je crois que là, les deux Tirpitz de la même division vont se mettre sur le Bismarck. 14 000 plus 1000. Attention aux torpilles de l'autre Tirpitz qui, ça y est sorti de sa cachette. Voilà. Les torpilles, c'est parti. Et il faudra parier que les torpilles de l'autre Tirpitz sont partis aussi. Et voilà. Et il dodge bien, bravo. Oh là là, joli. Il va avoir du mal à y échapper, mais il y échappe. Hein. Il y a des deux Tirpitz sont lancés les torpilles. Allez, l'allié de Coniam qui a sorti l'autre, le Bismarck qui s'enfuyait. Du coup, ben voilà, il est resté sur le même temps. On n'a pas le temps de recharger. Par contre,
Est-ce qu'il est assez pour à 700 mètres? Il lance pas ses torpilles parce qu'elles ne porteront pas. Elles n'auront pas le temps de s'armer. Alors même pas, c'est le tube lance-torpille est cassé, je crois. Son tube lance-torpille est cassé sur ce temps-là. C'est pour ça qu'il ne peut pas lancer ses torpilles. Et même 700 mètres, ça aurait peut-être été beaucoup. Enfin, pas assez pour qu'elle s'arme. Et voilà, deuxième kill. Sa étoile est déjà 104 dégâts. Et on est à la mi-course. Et maintenant, il passe sur l'Atlanta. $4000, 2000 de plus. Le tube lance-torpille est définitivement cassé, celui de comment dirais-je, de bâbord. Bon, l'Atlanta, il est repéré radar, enfin sonar par l'Atlanta, je présume. J'essaie de voir où est-ce qu'il va. Il s'est arrêté de l'Atlanta des torpilles, ne l'oublions pas. Alors je me demandais pourquoi il les a pas lancés. Il me semble qu'il y a une torpille l'Atlanta. Dans le doute, il a bien fait de s'arrêter. Il s'est arrêté, ouais, pour voir où allait l'Atlanta. L'Atlanta qui s'enfuit. Il attend que son incendie se soit éteint. Et il est reparti. La bataille est gagnée de ce côté-là. Une partie à 113 000 de dégâts. Plutôt sympa. Ouais, torpille. Alors, ça doit être les torpilles d'un allié. Voilà, le Visca. Très intelligent, le Visca. Ouais, boum. Là, je sais pas comment il va échapper à des torpilles du Visca. Voilà. Il s'en prend une. Heureusement, pas d'inondation. Mais il faut reconnaître que c'est un... Bon, c'est un... Pas très malin, le Visca. Il s'excuse même pas. Il n'a pas averti qu'il avait lancé les torpilles. Et il s'excuse pas. Là, par contre, il aurait pu transmettre sa plainte, envoyer sa plainte. J'aurais fait un report sur ce gars-là, même si ça... Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, ça aurait enlevé un point de karma. Et ça n'empêchera pas de dormir. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu d'inondation. Ça aurait été ennuyeux. Mais il s'est pas excusé. Hein, le Visca est toujours là. Hein, il fait son petit job. Allez, King George maintenant. Et l'Atlanta. C'est sûr qu'il faut sortir l'Atlanta en premier. Clairement. Voilà. Ah, il n'avait peut-être pas prévu de tomber sur le King George. L'Atlanta, il est chassé, ça c'est clair. Mais le King George... Et voilà les torpilles d'Atlanta. Et là, pas d'inondation à nouveau. Il est quand même aidé par les dieux de la mer, ce coup-là. Là, il a réussi. Allez, hop, deuxième kill à la secondaire. Et troisième kill au total. Maintenant, avec le peu de vie qui lui reste, il va falloir qu'il s'attaque à un King George qui est full life. Alors, c'est vrai qu'il est aidé par deux cuirassés. Hein. Il y a... Dans son équipe, il y a encore l'un Tirpitz et probablement le Gnaino, je suppose. Il est avec eux, lui. Non, Queen Elizabeth. Il reste un Queen Elizabeth. Alors, c'est vrai que bon, les ennemis n'ont plus grand-chose à espérer de cette bataille.
Il en reste un, 3 heures, un DD et un cuirassé. Et à 9 km, il a quand même, voilà quoi, ces secondaires qui vont commencer à mettre des incendies. Ça aide bien quand même ça. Georges n'a pas grand chose à espérer de sa fuite. Alors, rien passé au Charles Martel parce que Charles Martel est de flanc et peut lui envoyer des torpilles et surtout lui faire très mal avec ses HE. Non, il se met pas dessus. Il reste dans le King George. C'est vrai qu'il a des alliés, donc il compte un peu dessus pour occuper le Charles Martel. Charles Martel qui est bien dodgé. C'est le Gajamada là-bas. Il va falloir qu'il se méfie parce que lui c'est bien rapproché. Et tant pis en eau profonde du Gadja, il les verra au dernier moment. Il obtient gros calibre. Il est quasiment à 154 dégâts. Grosse partie, gros calibre, soutien, il a obtenu. 2 fois expert des combats rapprochés. Ah, ça va être compliqué quand même, hein. Il lui reste plus que 5000 points de vie. Non, 3600 points de vie. Voilà, il est en pire l'eau profonde, comme prévu. Ouais. Il a ralenti suffisamment. Bravo à lui. Ouais, on n'en voyait qu'une, mais en fait, il y en avait 2, 3. Hein. Il y en a une qui a dû s'empaler dans l'île. Il y en a 2 qui avaient réussi à passer. On les voyait qu'au dernier moment. Et il sort à nouveau le Killjoy à l'incendie. Donc à la secondaire. Ce qui lui tirait plus, il est sur le champ de Martel maintenant. Et boum, Kraken. Bravo. Et comme lui, il est en train de brûler, et il ne s'en sortira pas. Voilà. Le Gajamada qui le sort au canon. Un peu dérisoire. Mais il a fait comme une partie à 180k de dégâts, 190k de dégâts. C'est ouf. Mais il a été vraiment le fer de lance de sa flotte, hein, tout le temps en première ligne. Là, il se met sur son collègue. Voilà, fin de la bataille. Voilà, de retour au port. Nous allons voir les écrans de la bataille. Avant toute chose, quand même préciser que le tir pitch de Konyam, c'est précision apportée par Konyam, hein, le tir pitch de Konyam n'est pas en spé secondaire, le commandant l'est, le tir pitch de Konyam étant plutôt branché précision des tirs de la batterie principale. Donc sa précision valait qu'on l'apporte. Donc les écrans de bataille, 6230, 83 points d'XP, 1260 d'XP libre. J'ai renoncé à compter tous les achievements. Il y a une frappe, je crois qu'il y avait une frappe des vastes, il y avait premier sang, il y avait soutien, il y avait gros calibre, il y a Kraken. Non, expert des combats d'approcher, donc il n'y avait pas frappe des vastes. Et pas premier sang. Il y avait, voilà, Kraken, soutien, gros calibre, double expert des combats rapprochés. Voilà pour le, comment dirais-je, pour les achievements, 187 600 de dégâts, une citadelle, 5 navires détruits, évidemment, c'est un Kraken, 250 coups à la cible à la secondaire, c'est consternant. Les 2 tir pits de la même division sont très nettement premiers, et le tir pit de Konyam est encore plus nettement premier que le tir pit de son collègue, 500 points d'XP de base, malgré tout, c'est confortable. Il a parcouru 59 km, quasiment 60 km. Il a tanké pour 1,9 million. Vous voyez que je vous dis qu'il était fer de lance dans cette bataille. 49 000 de dégâts. Presque 50 000 sur un King George. 33 000 sur un Tirpitz. 23 000 sur Atlanta. 11 000 sur Charles Martel. Un petit coup sur l'Aigle. Le premier kill a été un 279.
Et 37 000 sur un Bismarck qui n'a pas réussi à dégommer. Naturellement, il a quand même trouvé le moyen de tirer des AHE un court instant. 8 obus à la HE, il reste 6 comportés pour 7000 de dégâts. Tout le reste, c'est 160 obus tirés à la paix, 68 ont touché leur cible. Ça nous fait un ratio, grosso modo, de 1 pour 3, en grosso modo. 123 000 de dégâts. Les dégâts à la secondaire, c'est 30 000 de dégâts à la secondaire, sans compter les 27 000 à l'incendie. Vous voyez que un tir-piste mené comme ça, c'est ben voilà quoi, c'est impressionnant, très impressionnant. Voilà, on part, donc on passe sans transition sur la carte ligne de faille en mode domination, du capitaine au commandant, de Konyam à Falco, et d'un cuirassé à un croiseur de bataille. Alors, c'est vrai que quand on débute le jeu, quand on ne fait pas gaffe à certains détails, comme c'est le même logo, le même graphisme pour déterminer les deux navires, que ce soit le Stirpitz cuirassé et Charnance croiseur de bataille, quelqu'un d'un peu insouciant aura peut-être tendance à les jouer exactement pareil que les deux, ce qui est une grave erreur. Le Charnance étant un croiseur de bataille ne se joue pas du tout comme un Tirpitz. Et ben on va voir, je redécouvre la vidéo avec vous, je remercie Falco de m'avoir fait cet envoi. Généralement d'ailleurs je découvre toujours les vidéos quand je fais les commentaires je les fais à chaud, afin de, par mes commentaires si vous voulez, et par éventuellement la manière dont je dis ce que j'aurais fait, on puisse déterminer éventuellement la différence, ou comment dirais-je, l'effet de surprise qui est le mien, et qui n'est pas fin, qui n'est pas inventé. Je découvre les vidéos parce que je considère que c'est comme ça qu'il faut les faire. Découvrir véritablement tout à la fois la manœuvre, l'intérêt de la manœuvre, mais aussi la qualité. Bataille, comme je l'appelle souvent, à 5 destroyers, donc 5 destroyers contre 5 destroyers. Pas facile à vivre, surtout qu'il y a quand même deux torpilleurs, on va dire, Atsuharu et Minekaze, plus deux contre-torpilleurs assez sévères, assez sérieux, le T-22 Lanchan, sans compter l'Aigle, qui est à mi-chemin entre le contre-torpilleur et le petit croiseur, furtif, mais qui est beaucoup plus redoutable pour les DD, l'Aigle, que pour les autres navires. Allez, c'est parti, on s'occupe un petit peu, grosse dispersion. Grosse dispersion du Charnors sur ce tir-là. C'est le problème des Allemands, ils ont parfois tendance un petit peu à se disperser. Mais là, il doit regretter ce tir sur le DD, parce qu'il y a moyen d'envoyer une jolie salve au Gneisenau, qui est le faux frère jumeau du Charnors, enfin faux frère jumeau dans le jeu. Parce que dans le jeu, c'est un navire qui a des tourelles toutes nouvelles. Tourelles beaucoup plus grosses. Le Charnors ayant les premières tourelles ont eu le Charnors et Gneisenau au moment de leur sortie. T-22, là par contre, jeune salle, un T-22 qui joue d'un coup, la plus lolo, un petit peu bizarre. Bah oui, maintenant il est obligé d'aller au bout, d'aller se flinguer un Charnors à bout portant. Le problème, c'est que Charnors, même s'il est pas les secondaires du Tirpitz, il peut faire très mal à la secondaire. Et le gag, c'est que le Charnors a aussi des torpilles. Bien joué, parce que Falco est passé à la HE. Une belle présence d'esprit que je n'aurais pas forcément eu. Cela me fait rusher par un DD. Généralement, c'est moi qui rush quand je suis en DD les navires. C'est courageux. Il n'a pas réussi à le sortir. Ah mince. Peut-être avec ses secondaires, voilà. Expert de combat. Et voilà la force du Charnors. Un Tirpitz n'aurait pas pu éviter les torpilles. Il ne serait pas mort, d'en prendre une ou deux, mais il n'aurait pas pu les éviter. La force du Charnors, c'est sa maniabilité pour un cuirassé, maniabilité qui surprend toujours.
quasiment une maniabilité de croiseur. Voilà, ça c'est fait. Premier kill. Et un Gneisenau qui est venu se planquer derrière une île là-bas. Que Falco attend. Ouais, il gigote un peu, Falco. Hein. Tendance un petit peu à gigoter de la souris. Ça me donne le mal de mer des fois, hein, Falco. Arrête de bouger ta souris comme ça. Ouais, je crois qu'il a décidé de se faire le Gneisenau. Ils ont perdu quand même 3 DD sur 5, les rouges. Ça laisse augurer rien de bon. Et un tir sur la Tsuharu. Un joli tir en plus. Et de touche à la volée. De touche, mais la Tsuharu, j'ai l'impression que... Ouais, la Tsuharu ne se précipitera pas maintenant qu'ils sont en sous-nombre. Il n'est pas certain d'avoir le soutien. Alors Gneisenau qui a poussé, vous voyez, il est venu s'empaler dans l'île, il n'ose plus bouger maintenant. Ça n'a aucun sens d'attaquer et d'être offensif, d'être offensif et de foncer dans le tas sans regarder si on est soutenu. Là, le Gneisenau, voilà, va sortir enfin de derrière son île, à mon avis pour se précipiter dans la passe, la petite passe, et essayer de se réfugier. Voilà, il se prend quelques torpilles au passage. Voilà, le problème, c'est que quand on regarde la minimap, tous les verts qui sont concentrés autour du point C, Gneisenau n'a strictement aucune chance d'en réchapper. Alors, Falco, par contre, longe l'île parce qu'il a probablement même ralenti un petit peu. Il s'attend à des torpilles en fourbe du Gneisenau. Enfin, il est craigné, mais a priori, c'est pas le cas. Il va fermer la mâchoire, il va leur dire, en tout cas, il va prendre en tenaille le Gneisenau, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'il sera sorti avant le Gneisenau. Gneisenau, on l'a vu, est resté empalé très longtemps. Ouais, et là, il y a une... Ok. Alors, on reprend la partie, alors qu'il vient d'avoir une déconnexion chômage pour Falco. Donc la partie, elle a été coupée. Heureusement qu'ils en est aperçus. Il a pu m'envoyer le deuxième paquet. Qu'on puisse voir la vidéo en complet. Donc là, en plus, à peine il arrive, il flanque une citadelle à un Aoba, utilisé du peu. Un Aoba un peu musclé, là, qui a tendance à... Voilà. Deuxième citadelle, il était chaud. Il n'avait pas perdu Il n'avait pas perdu la main chaude, tout va bien. Il va sortir là au bas, je présume. Voilà. On aurait pu peut-être en garder. Non, il n'a pas sorti là au bas. Ah mince. Et là au bas, lui par contre, il remet un incendie. Il faut le sortir, cet Aoba. Il faut le sortir parce que la capacité qu'ont les Japonais à sortir de ce tir-là, à mettre des incendies, est assez phénoménale. Il n'a pas réussi. Ah. Aoba qui a eu du bol jusqu'à présent. Falco assiste. Il va arriver à en choper avec un seul. Et non, il a réussi à lui faire du dégât avec un obus, mais c'est pas suffisant. Là-bas, lui a envoyé ses torpilles, Falco a pu bouger. Ah, la reprise en main est moins facile que prévu. La Tsuharu, voilà, est sorti à la secondaire. C'est expert des combats rapprochés. One more time. Et là au bas, Scrooge, voilà, dans la foulée. Avait envoyé ses torpilles, et bien sûr. Et le Char-Nord a une telle capacité d'accélération que pour torpiller un Char-Nord, il faut vraiment être à bout portant. Et même là, des torpilles à 4 km, vous n'êtes pas certain de les réussir.
Ah, New Mexico a plus cher. Falco est bien revenu dans le rythme. Et le New Mexico continue à prendre des chouquettes. Il continue aussi à faire un tout droit. Et il va se manger des torpilles, le New Mexico. Non, pas assez. Vite découpé devant. Il a eu de la chance. Oh non, il faut le finir au canon. Il semble pas assez, le New Mexico. Il prend des grosses salves. Il faudrait qu'il semble un peu plus pour que les obus du Chardon soit beaucoup plus efficace que ça. Et en plus, il faudrait qu'il soit plus précis parce qu'il ne sortira pas Falco en tirant dans l'eau. Hein. Enfin, même en le mouillant, on ne sort pas Falco. Allez, encore 2000. C'est des grosses salves à 3000. Et voilà. Et il le finit à l'incendie. À cause de ses secondaires. Et c'est son 4e kill. Alors maintenant, on va sortir le Ryujo. Ou alors... aller chercher le cuirassé. Qu'est-ce qu'il nous reste comme destroyer? Il nous reste à Bidekazé. Ça, c'est plus sournois. D'autant que Bidekazé a sorti 2 navires. Par contre, je sais pas du tout. Alors, pas du tout. Oui, peut-être. Déjà, l'achievement doublé en plus d'expert des combats rapprochés. Ça veut dire qu'il a sorti 2 navires à la secondaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a un Charlance agressif. Il ne joue pas petit bras, son Charlance. Et je pense que Falco se dirige vers... Ah voilà, on voit le Bidekazé. Et je crois que Falco veut se sortir de Ryujo. Je crois qu'il va rendre service là, à quelqu'un. Là, Ryujo a bien été entamé. Une seule salve suffit. Le Bidekazé aussi, hein, il peut arriver à le choper. Ça sera son Kraken. Ce serait assez sournois comme tir. Alors qu'il y a plein de torpilles qui lui foncent dessus, qui Bidekazé. Il a réussi à le toucher. Il ne coule pas. Il a réussi à le toucher. C'est sournois comme tir. Oh là là. C'est vraiment sournois. Allez, on s'approche. Alors, le Ryuju, on sait que vaguement, il est en train de s'approcher de la position de Falco. Lequel Falco est un homme courtois, donc il réduit la distance pour rendre service au Ryujo. Bidekazé toujours vivant. Ouais, mais il y a la montagne maintenant entre les... Faut pas pousser, Falco. Faut pas pousser. Voilà, le Bidekazé a été sorti par le T-61. Là, pour le coup, le T-61, le Bidekazé n'avait aucune chance. Et ça continue, il ne reste plus qu'un survivant. Le Ryujo, justement. Alors, reste à savoir s'il a fait une totale demi-tour, parce que depuis le temps qu'on ne le voit plus, lui. Par contre, il est fort à parier que le Chardon sera visible du Ryujo bien avant que Falco puisse le voir. Et en plus, il est derrière une île. Il semblerait que c'est ce que pressent Falco. Alors, il y a un... Ouais. Le porte-avions qui est en train de dire je suis en J10, tuez-moi rapidement. On a très bien vu qu'il était en H1. Il n'était pas tout de l'autre côté de la map. Alors non, il a l'air de corriger en disant qu'il est maintenant en J1. Et je crois plutôt qu'il est... Voilà, il est plutôt derrière l'île. Il est plutôt là. Voilà, il est là. Il n'est pas du tout en J1 comme... Falco va attendre d'être derrière l'île, a priori. Ça va être difficile parce qu'il y a 2 DD qui vont lui tirer dessus, qui sont beaucoup plus proches, vous voyez. 481, il le laisse à 481 PV. Ils auraient quand même la courtoisie de laisser le
Le Kraken à Falco qui a fait 4 kills, ce serait quand même sympa. Ça manque de courtoisie dans ce jeu. Et voilà. Falco, finalement, se le prend, le Kraken. Et on enchaîne avec les écrans de bataille. 3281 points, 165 points d'XP libre. Donc, frappe des vases, Kraken, double expert des combats d'approché. 47 coups au but pour 67 000 de dégâts, ce qui est pas considérable, 67 000 de dégâts, ça même pas tir pas 10 000. 5 coups au but, 2 citadelles, 28 coups à la secondaire, ce qui est plus original dans un Charlost. Il ne finit que second, malgré son Kraken, derrière un indépendance qui a fait beaucoup de travail apparemment. Il a coulé un navire, il a détruit 39 avions. Les 5 victimes du Charnor sont Laoba, le Numex, le T-22, la Tsuharu et le Ryujo. Un peu tout le monde d'ailleurs. Il a tué toutes les classes. Il a tanké que pour 635 171 avec une déconnexion. Il aurait pu être beaucoup plus abîmé s'il n'y avait pas eu l'île pour le protéger. 54 km de parcouru. On a l'impression que c'était un peu plus quand même, mais bon. Il a fait pour 67 000 de dégâts à l'obus. C'est pas mal. 58 000 à la batterie principale et 5 000 à la batterie secondaire. Laquelle batterie secondaire fait quand même 5 000 de dégâts. 28 obus ont touché, 10% des obus ont touché. 3300 à l'incendie, puisque ça fait aussi partie des dégâts de la batterie secondaire, vu qu'il a tiré qu'à la paix. Ah non, il a tiré la HE, c'est vrai. Il a tiré la HE. 33 obus à la HE, 10 sont touchés, 1 sur 3. C'est un bon ratio, ça. 123 à la P, 139 à toucher, 40, on va dire. C'est 1 sur 3 aussi, grosso modo, pour 52 000 de dégâts. Voilà pour cette bataille. Et Falco n'est pas premium, le commandant ayant pris 9 478 points d'XP de commandant. Voilà pour cette bataille. Voilà, retour sur le Charnorst. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura montré que, eh bien, que ma foi, il y a toujours moyen de faire, de se sortir de situations délicates et que l'on peut peser sur une gamme avec des navires pareils. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup appris en commentant ces 2 vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et quant à moi, je vais prendre congé et vous dire à très bientôt, si vous le voulez bien.